Autant vous dire que vous n'allez pas très vite. D'accord? Alors, donc en fait, c'est fondamentalement pour ça. Il y a d'une part, créer des conditions de travail qui vont faire que les gens se sentent bien et ont envie de s'engager. Et deuxièmement, c'est trouver cette agilité, cette flexibilité qui va faire en sorte que l'organisation puisse s'adapter aux changements permanents auxquels elle est. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Là, je vais me référer à MacGregor, que vous connaissez peut-être. Hein. Qui connaît MacGregor? Ouais, on a quand même quelques-uns. MacGregor, dans les années 60, il écrit The Human Side of Enterprise, en fait, en 1957, ici. Il fait des tas d'études dans les organisations américaines pour savoir qu'est-ce qui fait qu'on a un bon manager. Et il dit, en fait, il y a deux grands types de managers. Et ces deux grands types de managers, ils partagent des visions du monde qui sont radicalement différentes. Et il en considère une qui est la vision X et l'autre la vision Y. Et la vision X, c'est la vision traditionnelle selon lui, la plus prédominante. Et en quoi consiste-t-elle? C'est une vision de travail qui, en gros, les êtres humains au travail sont naturellement. Donc, ils veulent en faire le moins possible. Et donc, de facto, le rôle du manager, c'est de manier habilement la carotte et le bâton pour lui faire avancer dans le bon. Il dit, ça marche, c'est pas possible. Il dit, il y a une autre vision de l'être humain au travail, qui est la vision Y, et qui est relativement différente, qui est de dire, en fait, si on met les gens dans des circonstances de travail adéquates, ils vont s'engager naturellement au travail, ils vont vouloir faire le meilleur qu'ils peuvent. Et la question, c'est alors, quelles sont ces circonstances? Je vous la pose. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Quels seraient les éléments fondamentaux qui constitueraient une culture de travail dans laquelle les gens se donneraient naturellement et essaieraient de faire le mieux possible? Le sens, oui. Satisfaction, oui. Confiance, oui. D'accord, oui. Oui, donc il y a une adéquation entre ce qu'ils savent faire et ce qu'ils sont censés faire. Oui. Oui, pouvoir se regarder dans la glace, oui. Oui, avoir les moyens, oui, c'est très important, effectivement aussi. Avoir de l'autonomie, c'est besoin de la confiance. D'autres encore. Apprendre, grandir, être respecté. Vous les avez tous dit avec vos mots. Et en fait, c'est pas de la science, c'est pas de la physique quantique, c'est vraiment très simple. Mais c'est là qu'on voit qu'alors des chercheurs, et notamment Deci et Ryan, qui sont deux grands psychologues américains, je ne sais pas qui d'entre vous a entendu parler de Deci et Ryan. Personne, voyez-vous. Deci et Ryan, dans les années 80, ils vont publier un article important qui est la théorie de l'autodétermination. Ils vont faire des études dans plein d'organisations, un peu comme l'a fait MacGregor, pour voir effectivement qu'est-ce qui motive les gens au travail. Et depuis, il y a des chercheurs, des milliers de chercheurs de par le monde, qui font des tests à partir de cette théorie. Donc à ce jour, à ma connaissance, plus de 5 millions de personnes dans plus de 42 pays ont été interviewées, enquêtées sur base de cette théorie pour voir un peu ce qui est motivé. Donc les chiffres qui ressortent aujourd'hui et la base théorique est validée de manière assez... Et donc, d'ailleurs, moi, j'ai invité à Philosophie et Management Jacques Forest, qui est un professeur au Canada, au Québec, qui est vraiment un des pionniers, des travailleurs dans cette. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous allez voir, je vais passer un peu de temps sur cette théorie, mais pour que vous compreniez bien ce qu'il y a derrière ce type de transformation. Ce que nous disent des CRM et la chose, c'est que fondamentalement, ils reconnaissent qu'il y a 4 grands motivateurs de travail. Ces 4 grands motivateurs, on peut les distinguer en 2 groupes bien distincts. Le premier, c'est le plaisir. J'ai du plaisir avec mes collègues, l'ambiance de travail est bonne. Le deuxième, c'est le sens. Et le sens, ce n'est pas nécessairement le sens que l'entreprise se donne, c'est le sens que moi je donne à mon travail dans l'organisation. Ça, c'est ce qu'ils appellent la régulation autonome du motivateur. Puis il y en a 2 autres qui sont vraiment très différents par nature, mais qui sont importants aussi. Qui apparaissent. Le premier, c'est le pouvoir. En gros, j'ai la capacité d'influencer les autres, de leur faire faire. En
En anglais, ils appellent ça le pride. Mais pride, si je le traduis par orgueil, ce ne serait pas tout à fait... Enfin, donc je l'ai traduit par pouvoir. Et puis il y a les récompenses financières, symboliques, les grosses voitures, donc la moquette un peu plus épaisse, ce genre de choses. Et ça, c'est ce qu'ils disent la régulation contrôlée. C'est-à-dire que ce sont en fait pas des motivateurs intrinsèques, mais des motivateurs extrinsèques. Alors, ce qu'ils nous disent, voilà, c'est qu'on constate, que, quand on les interroge, que les gens déclarent plus ou moins naturellement être motivés par l'un ou l'autre ou par plusieurs. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'ils disent, ben, on va faire des tests statistiques pour voir s'il y a une corrélation entre ce que les gens disent avoir comme motivateur au travail et leur santé psychologique et physiologique. Donc pression artérielle, par des facteurs. Et qu'est-ce qu'ils voient fondamentalement? C'est que les gens qui déclarent, c'est juste déclaratif, qui déclarent avoir plus de plaisir et ou de sens au travail, ont plus d'énergie, ont une plus grande facilité de concentration, une meilleure performance au travail, prennent plus de rôles extra par ceux qu'on leur aurait imposés et le font bien, et sont plus agiles, si je reprends cette expression. À l'inverse, ceux qui disent être motivés avant tout, alors ils ne le disent pas toujours de manière aussi directe, pas politiquement correcte, mais par le pouvoir ou par les récompenses, eh ben, plus de probabilité de burn-out, plus grande distraction, moins bonne performance, des comportements sociaux plus fréquents et beaucoup moins flexibles, adaptables. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, on ne peut pas imposer aux gens de trouver du plaisir ou du santé. La question est donc, quels sont les éléments qu'on pourrait mettre en place dans une organisation qui vont faciliter ou qui vont conduire éventuellement à ce que les gens trouvent du plaisir et du santé. Et là, ben, ils font des constats très clairs qui se valident d'année en année sur base des enquêtes. C'est qu'il y a, selon eux, 3 besoins psychologiques fondamentaux qui sont prioritaires, qu'il faut satisfaire en priorité pour pouvoir avoir des chances que statistiquement, on ait plus de gens qui déclarent trouver du plaisir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres facteurs, mais c'est simplement que statistiquement, les autres facteurs sont moins importants. Donc en termes vraiment purement statistiques, ce que je voudrais vous montrer aussi sont les 3 premiers facteurs, mais pas les uniques facteurs. Et quels sont-ils? En fait, ils rejoignent ce que vous m'avez dit. C'est-à-dire qu'il y a d'une part l'inclusion. Dans quelle mesure est-ce que je me sens faire partie d'une équipe? Dans quelle mesure je me sens respecté par les autres? Deuxièmement, l'autonomie, la confiance. Dans quelle mesure est-ce qu'on me laisse une marge de manœuvre pour prendre des initiatives? Et l'autonomie, on va le voir, ce n'est pas je fais ce que je veux quand je veux. C'est je peux prendre des initiatives pour réaliser des objectifs, pour contribuer à la réalisation des objectifs de l'équipe à laquelle j'appartiens, dans un cadre où j'ai contribué à des choses. Donc, c'est pas le chaos, la liberté, tout le monde fait ce qu'il veut. C'est on définit un cadre, et dans ce cadre, je peux prendre des initiatives sans avoir tout le temps derrière quelqu'un qui me dit tu peux pas, etc. Troisièmement, c'est le développement. C'est-à-dire que je sens que je peux me réaliser, je peux grandir en tant que personne, et pas seulement en tant que professionnel, au travers de mon travail. Et alors, ce qui est absolument génial, je trouve, c'est que ce qu'il voit, c'est que plus on est frustré sur ces 3 mêmes facteurs, inclusion, autonomie et développement personnel, et plus on a de chances statistiquement de trouver compensation à ces manquements par la volonté d'avoir plus de pouvoir et de réussite. Donc, et c'est là qu'alors on comprend mieux pourquoi il y a des phénomènes pervers à l'augmentation des bonus dans certaines organisations pour motiver les gens. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous, et ça c'est vraiment, il y a plein d'études qui le montrent, si vous augmentez les bonus, la rémunération, etc., tout en maintenant la frustration que vivent les gens quant à ces 3 facteurs, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans un premier temps, évidemment, ça va donner l'illusion qu'on est, on va en faire un peu plus, ça va vite retomber. Parce qu'en fait, le message implicite derrière, c'est je vous achète à travers cela, et je ne fais pas ce dont vous avez vraiment besoin. Et donc, en fait, on voit qu'à terme, il faudra toujours plus pour pouvoir compenser les frustrations toujours plus grandes. En fait, quand vous regardez, si vous avez lu le livre Freedom Inc. ou Liberté et compagnie de tête, ou Reinventing Organization, c'est la
qui me disent, et je l'ai validé avec eux parce que je les connais personnellement, c'est ça, c'est qu'il faut plus d'influence, il faut plus d'autonomie et plus de temps personnel. Et en gros, la libération de l'entreprise, la passer à l'opale, ce n'est rien de tout ça. Et quand vous réfléchissez aussi à ce qu'essaie de mettre en place les organisations locales, fondamentalement, derrière ce type de motivateur. Alors, je vois que le temps passe. On a déjà le débat avant que j'ai fait la présentation, donc c'est très bien. Je vais quand même devoir un peu avancer, sinon vous n'entendrez rien de ce que j'étais censé présenter. Par contre, j'ai un vrai problème avec la ZAPET, qui est complètement bloqué. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Très bien. Voilà. Donc, ce que je vais vous présenter un peu, c'est ce qu'on a fait au niveau du ministère des Transports belges. Et les résultats ont été vraiment très positifs, en tout cas environ les 3 ans. Amélioration de la qualité des services, réduction des délais de traitement. Et alors, ce qui montre qu'il y avait une amélioration de la qualité du bien-être, c'est la chute du taux d'absentéisme très marqué et de maladies longue durée. C'est assez fort. Et puis, on a fait aussi toute une série d'économies récurrentes substantielles. Alors, en gros, si vous voulez, ce que nous avons mis en place, c'est un changement de posture manager. Alors, dans certains cas, on peut aller jusqu'à la dissolution des managers. Ce qui ne veut pas dire qu'on dissout le management. Simplement, on distribue les rôles du manager entre plusieurs. Ça, c'est fondamentalement ce qu'on fait au travers de l'holacratie ou de l'approche. Et fondamentalement, donc, on essaye que les postures soient des managers, soient alignées avec ses besoins psychologiques. Et donc, concrètement, l'inclusion, ça demande du respect de la part des managers. L'autonomie, ça demande de la confiance. Et le développement personnel et collectif, c'est le soin que chaque manager va donner à ses membres. Alors, je vais détailler un peu les pratiques qu'on a mis en place pour essayer de soutenir ce changement de structure. Au niveau du respect et de l'inclusion, c'est passé dans une culture que j'appelle du why way, c'est-à-dire l'autoroute du questionnement, c'est-à-dire créer une culture dans laquelle chacun sent qu'il faut poser toutes les questions qu'il veut, qu'il peut faire toutes les critiques qu'il veut, il ne doit pas nécessairement être critique, pour pouvoir dire, voilà, il y a ça qui ne marche pas bien, il faut changer ceci, et sentir qu'on a vraiment la possibilité de le faire sans représailles. Et donc, ça va beaucoup plus loin que de dire n'importe quoi ouvert. Ça, on connaissait. Et donc, concrètement, chez nous, ça est passé par un co-développement de la stratégie. J'ai invité tout le personnel, les 1100 personnes du ministère des Transports, à développer la stratégie. Sur ces 1100, seulement une centaine se sont volontaires, mais c'était des gens de tous les niveaux de l'organisation. C'est avec eux qu'on a développé la stratégie. On a ouvert progressivement les réunions de management à tout le monde. Ça veut dire, par exemple, que les réunions de comité de direction qui se tenaient tous les lundis matins, au départ, les gens ne savaient pas ce qu'on faisait. Il fallait de temps en temps des décisions qui tombaient, mais c'était progressivement, on a dit aux gens, voilà ce qu'on a décidé. On leur donnait le compte rendu dans l'heure de ce qu'on avait décidé. Après, on leur a dit, dites-nous ce que vous voudriez qu'on aborde au comité de direction. Et puis enfin, on leur a dit, venez témoigner de ce que vous vivez par rapport au point qu'on va aborder. Là, vous comprenez qu'on a eu une autonomie. Et on n'avait pas les 1100. On avait chaque fois 5 personnes, 6, 7. Ça dépendait en fait des points. Ils étaient suffisamment en confiance pour nous laisser travailler sans devoir être tout le monde là pour. Mais quand ils avaient des choses importantes à nous partager, ils le faisaient, s'ils estimaient que c'était le bon forum. Ça a été des formations sur ce qu'ils appellent les drivers de l'organisation. Qu'est-ce qui fait qu'on fonctionne bien pour cette organisation? Pour que tout le monde comprenne ça. De la personne qui nettoie les toilettes à la personne qui fait de la stratégie. Tout le monde soit bien et comprenne comment sa contribution, son travail contribue véritablement à la réalisation des objectifs de l'organisation. Et favoriser les critiques, vraiment, c'est dire, quand tu viens me dire que je fais mal mon boulot, je suis profondément content parce que c'est une opportunité pour m'améliorer. Et là, vous voyez que ça demande de la part du management. Et là, je peux bloquer, évidemment. Voilà. Et puis, un petit détail, parce que tout cela, ce ne sont que des exemples de ce qu'on peut faire. C'est un encouragement, c'est toute réunion dans laquelle on s'en met.
Donc, c'est à voter avec vos pieds. Si vous trouvez que la réunion, vous n'avez aucune contribution, si vous trouvez qu'elle est mal torchée, que ça n'avance pas, et c'est permis, et le manager, entre guillemets, celui qui facilite la réunion, il doit se dire, ah, bah, c'est bien que la personne fasse, ça me permet de réaliser que je ne fais peut-être pas très bien les choses et d'essayer de m'aider. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est on a lancé les comités des petits cailloux. C'est quoi les comités des petits cailloux? C'est en fait dire aux gens, si vous avez des trucs qui vous embêtent, qui vous empoisonnent la vie, mais que votre management ne prend pas en compte, des gens, ça fait 2 semaines que la machine a café cassé, il n'y a personne, il n'y a pas d'argent pour la réparer parce qu'on n'a pas le temps, etc. Ben, proposez une initiative et si vous n'obtenez pas de réponse du management, quel que soit le niveau auquel vous le proposez, votre proposition est adoptée, quel qu'en soit le coût, en dehors les niveaux. Vous comprenez, ça fout la pression sur le management à commencer à s'intéresser aux problèmes au quotidien des collaborateurs. Deuxièmement, c'est mettre en place des processus de codécision dans les réunions. Typiquement, par exemple, c'est de faire en sorte qu'on nomme un facilitateur qui soit autre que le chef d'équipe. Donc, typiquement, le chef d'équipe n'est plus celui qui préside les réunions. C'est quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre va être choisi par le groupe lui-même. Et il va l'être au travers d'un processus d'élection sans candidat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plutôt que de dire qui est volontaire, ou alors toujours un peu les mêmes qui osent lever le doigt, on va dire à tout le monde de voter pour la personne qu'il pense pourrait être la meilleure personne. Voilà. Et au terme du vote, alors, on va voir qui émerge. On va demander aux personnes qui ont été plébiscitées si elles sont d'accord pour prendre ce rôle de facilitateur. Et en fonction de ça, on va trouver la personne qui peut le faire pendant. Alors, ça peut être pour une réunion, ça peut être pour 6 mois, peu importe. Ça, c'est au groupe d'en décider. De la même façon, on va veiller à ce qu'on ait des processus de décision au consentement. Le consentement, ce n'est pas le consensus. Le consensus, on arrive toujours à une décision molle qui est censée satisfaire tout le monde. Non, le consentement, c'est de veiller à ce que la décision qui soit prise ne rencontre pas d'objection fondamentale de quiconque. C'est très important parce qu'il y a alors tout un processus pour déceler, pour clarifier ce qu'est une objection fondamentale. On ne peut pas dire je suis contre cette proposition parce que je n'aime pas. Ça, ce n'est pas une objection fondamentale. Il faut pouvoir démontrer que l'objection, enfin, que la proposition qui est faite pourrait nuire au groupe. Et si vous ne pouvez pas nuire, soit vous avez une meilleure proposition qui serait acceptée par le groupe, soit vous avez juste le droit de le faire. Et vous ne pouvez pas râler parce que vous n'avez pas d'objection. Et ça permet de prendre des décisions rapides qui ont l'assentiment du groupe sans pour autant que ce soit la décision que tout le monde préfère. Oui. Alors, c'est très important. Oui, bien sûr. Donc, tout ça, évidemment, là, ici, je le dis, tout ça s'inscrit, ce sont des processus sociocratiques typiques. Hein. Tout ça s'inscrit dans une manière différente de parler en groupe. C'est-à-dire qu'il faut veiller à ce que tout le monde apprenne à parler avec économie. Et c'est très important. Ça veut dire qu'il faut apprendre collectivement à ne plus parler pour, je vais dire, se mettre en avant, mais pour apporter quelque chose d'autre. Et sinon, on se tue. Et donc, au départ, c'est un peu difficile, mais progressivement, ça se met en place. Typiquement, et c'est là que vous allez venir, qu'est-ce qui va faciliter cela, entre autres? C'est par exemple un check-in et un check-out. Le check-in, c'est simplement permettre à chacun, très brièvement, de s'exprimer sur son ressenti avant de commencer la réunion. Ce qui permet d'évacuer déjà toute une série de choses. Genre, c'est pas bien aujourd'hui à cause de ça. On va pas raconter des tartines. C'est juste pouvoir le poser. Le fait de le poser sur la table, et tout le monde en soit conscient, ça aide déjà. Idem, on va faire un check-out. À la fin de la réunion, ça peut être un mot, ça peut être un signe, peu importe, pour témoigner si on a apprécié ou pas la dynamique de comment on se sent à la fin de la réunion. Et puis pendant la réunion, ou même au début, c'est d'avoir des moments de silence. C'est-à-dire que typiquement, on peut commencer une réunion par une minute de silence. Je peux vous dire que cette minute de silence, elle permet à tout le monde de revenir à un niveau de conscience qui lui permet justement
de ne pas être constamment et il faut que j'existe, il faut que je montre que je suis là, il faut que je sois brillant et ce genre de choses. Moi-même, on fait souvent en France. je le dis, c'est vrai aussi en Belgique, hein, et en France, je remarque souvent, c'est quelque chose qui est très fort. Voilà, on va sortir de ça. Alors, on a les tinchas, hein, ce sont les petites clochettes des thèmes. Dans certains groupes, vous le mettez au milieu de la table, et chaque fois que quelqu'un parle trop à partir de son ego, n'importe qui peut prendre la tincha, la faire sonner, et alors tout le monde est censé se taire jusqu'à ce que la cloche sonne. Et au bout d'un moment, vous faites ça régulièrement, vous n'avez même plus besoin de faire sonner la cloche. Dès que vous voyez quelqu'un s'approcher et que c'est vous qui êtes en train de parler, vous savez ce que ça veut dire, et vous la faites. Donc ça réduit énormément le temps de parole gaspillé. C'est-à-dire que ça, pour certains, ça fait violence, vraiment. Mais il faut se tenir bon par rapport à ça. Une fois qu'on est rentré dedans, c'est troisièmement, c'est la justesse, c'est agir avec équité et humilité en tant que manager. Ça veut dire quoi? C'est l'adoption d'une posture basse plutôt qu'une posture haute. La posture basse, c'est en gros, je suis au service de mon collaborateur, je ne suis pas là juste pour le contrôler. Deuxième, et ça veut dire donc qu'a priori, je me mets chaque fois dans une situation où je considère en savoir moins que mes collaborateurs. Et s'il se trouvait que j'en sache plus, mon rôle n'est pas de le démontrer, mais de les aider à acquérir ce niveau. Et donc, si j'ai quelqu'un qui vient me dire, ouais, chef, il y a ceci qui ne va pas, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que toi tu fais? Et d'aider la personne à cheminer. Ça prend un peu plus de temps, ça peut parfois plus facile de dire, tu fais ça. Mais bon, c'est comme avec un gosse. Si vous dites systématiquement à votre enfant ce qu'il doit faire, il ne va pas grandir en activité. Ça va de même avec les collègues et les collaborateurs. Ça ne veut pas dire que c'est paternaliste, hein, mais qu'il faut être dans une relation où on aide l'autre à grandir plutôt que de démontrer qu'on est tellement meilleur. C'est renoncer au symbole de pouvoir. Typiquement, comme président, j'avais voiture et chauffeur. La voiture, elle est rentrée dans le parc commun. Le chauffeur, il a fait autre chose. Moi, non, vous le Alors, ce n'est pas pour juste le plaisir d'aller en vélo, parce que j'aime beaucoup, mais c'était aussi un signe, voilà. Je renonce à tous les symboles de pouvoir. J'avais un bureau qui faisait 4 fois cette pièce et 3 fois en hauteur, c'est devenu un espace commun. Je n'avais plus de bureau. Pas parce que c'est tellement génial de ne plus en avoir, parce que c'est aussi un signe. Alors, pour la petite histoire, ce n'est pas du tout obligatoire, je vous rassure, de me balader pieds nus. Pieds nus, ben oui, parce que un mec pieds nus, il ne peut pas être sérieux, quoi. Enfin, il ne peut pas se prendre au sérieux. Et voilà, ce sont des petits exemples comme cela. C'est avoir une attention permanente aux plus fragiles dans l'organisation. Quoi que vous fassiez, vous devez vous demander en quoi est-ce que ça contribue au mieux-être ou au mal-être des plus fragiles dans l'organisation. Et c'est important parce que ça affecte tout le monde. Si vous maltraitez entre guillemets les plus fragiles dans l'organisation, chacun se dit quand est-ce que ce sera mon tour? Ça crée un climat de méfiance. C'est des feedbacks 360. Voilà, donc si on fait ça, je crois qu'on peut dire, c'est que chacun veut de plus en plus prendre des inputs sur deuxièmement, l'autonomie et la confiance. Là, qu'est-ce qu'on a? Je vais rapidement vous dire, en gros, ça ne se fait évidemment pas en un jour. Ça demande une évolution, du changement de cette posture, et que ici, mon associé et collègue Robert Collard a très bien décrit dans son livre, c'est passé d'une posture où je suis le chef, à une posture où je suis l'animateur au centre, à une partie où je suis animateur qui renforce l'équipe, qui est un équipier comme les autres, et puis qui est vraiment commercial. C'est un peu schématique, mais ça vous donne une idée de tout le travail que ça peut impliquer pour un chef de changer de posture, et ça prend du temps. Et c'est pas seulement difficile pour le manager, ça l'est aussi parfois pour les coachs. Oui, oui, oui. C'est comme l'éveil. C'est comme l'éveil. Certains l'ont comme ça, et d'autres, vous connaissez, ça prend 30 ans. Honnêtement, il n'y a pas de règle. Pour certains, ça va très vite. Si vous voulez, moi, j'ai mis ça en place, on a fait ça ensemble 3 ans après, ça a continué.
Pour certains, ils y seront jamais. Ils quitteront même l'organisation avant qu'ils puissent y arriver. D'autres, ils y sont rentrés très naturellement parce qu'ils y aspiraient. Donc, il n'y a pas de réponse avec ça. Pour aller dans le sens de ce que disait Olaf sur l'éveil, c'est le maître, enfin le disciple qui dit bon maître, combien de temps pour l'éveil ben, ouais, si je travaille dur, 2 heures par jour, je médite et tout, 10 ans. Ah ouais. Mais si je travaille avec 6 heures par jour, en combien de temps? Alors, donc, deuxième chose, c'est codéfinir les règles et les objectifs du jeu. Alors là, je pense que ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut aussi, à nouveau, comme je le disais tout à l'heure, l'autonomie, c'est pas je fais ce que je veux comme je veux. Il faut adopter des règles formelles du vivre ensemble qui vont favoriser l'autonomie, l'inclusion et le développement personnel. Et il faut être extrêmement strict sur le respect de ces règles. Ça veut dire que si certains volontairement bafouent ces règles, il faut les dire. Il y a pas, en particulier au début. Parce que, si vous voulez, s'il y en a qui se permettent de les bafouer, que ça se voit et que ça se sait, tout le monde va comprendre que en particulier, entre guillemets, certains managers qui étaient des autocrates finis et qui disent ça, j'en ai pas. Là, il faut être dur. Non pas parce que vous voulez être dur, mais parce que ce sont des signaux symboliques qui vont permettre à donner de la crédibilité à ce que vous dites. Et donc, de ce point de vue-là, parfois, ça peut paraître contradictoire, mais je pense que c'est le propre de tout ce type de transformation, c'est que pour pouvoir laisser advenir de l'autonomie, de l'inclusion et du développement personnel, il faut parfois, entre guillemets, prendre des décisions en tant que manager qui essayent de prôner cela, qui paraissent en tout cas aux yeux de certains comme du tout. Et je pense que c'est inévitable. Alors, ce qu'on a mis, justement, par rapport à ces balises, en tout cas au niveau du ministère, c'est, par exemple, sortir de l'obligation de pointer. Et donc, si vous voulez, on n'a pas supprimé le pointage, on a supprimé l'obligation de pointer. Ça, c'était aussi une question tactique vis-à-vis des syndicats, qui allaient nous dire, sinon, vous volez des acquis sociaux aux collaborateurs. On a dit non, ceux qui veulent en sortir, en sortent, ceux qui veulent en rester. Et ceux qui en sont sortis, qui veulent la paix, on laisse la liberté. Les syndicats m'ont dit, il n'y a personne. En moins de 3 mois, il y avait plus de 60% qui étaient passés au non-pointage. Et après, ça a encore monté actuellement, et je crois qu'aujourd'hui, c'est favoriser le télétravail, c'est pas l'obliger ou pas l'inciter, mais dire si vous voulez, oui. On a été jusqu'à 3 jours par semaine. Et ce qui est intéressant, c'est que seul, en moyenne, les gens ne prenaient qu'1 jour. Ça veut dire qu'en fait, les gens voulaient venir au travail, mais que parfois, et ça pouvait être utile dans l'organisation de leur vie professionnelle et privée, de prendre 1 jour, mais c'était pas certains craignent, c'est que, en tout cas, c'est que. Mais on a toujours lié cela à des objectifs beaucoup plus clairs qu'avant. C'est-à-dire qu'on a dit, ok, très bien, vous pouvez faire plus de télétravail, vous pouvez sortir de l'obligation de santé, mais il faut que, si c'est le cas, vous ayez des objectifs clairs, que vous ayez clarifiés avec les membres de vos équipes. Et que vous mettiez en place des systèmes, par exemple, qui ont fait du télétravail tous, c'est de veiller à ce qu'il y ait toujours le service aux entreprises qui soit assuré le mercredi après-midi ou le vendredi après-midi. Pas question que tout le monde se casse le vendredi après-midi. Ouais. C'est-à-dire, à quel en fait, alors en moyenne, je ne sais plus, je pense que c'était. Oui, et ça dépend. Alors, non, parce que ici, dans notre cas, c'est un ministère fédéral à Bruxelles, et donc vous avez des gens qui viennent de toute la Belgique tous les jours. Donc vous aviez des gens qui passaient 1h30 le matin, 1h30 le soir pour venir à l'heure. Évidemment, alors le télétravail, ce genre de choses a énormément participé. Ce qu'on a mis en place aussi, ce sont des bureaux satellites qu'on a organisés dans d'autres villes avec d'autres ministères pour pouvoir faciliter. Après, oui, après, oui, oui.
Alors, deuxième type de balise qu'on a mis en place, c'est de supprimer les descriptions. Les descriptions de fonctions sont une calamité. Pourquoi? Parce que ça enferme les gens dans des rôles et en gros, ça leur donne l'occasion rêvée de dire c'est pas dans le alors que tout change en permanence. Donc, il y a quelque chose là de très, très moche. Alors, ce qu'on fait plutôt, c'est de partir des rôles que font les gens aujourd'hui et clarifier. Et donc ça peut se faire au travers d'une réunion très simple où chacun liste les tâches qu'il fait. Et puis on se dit, collectivement, est-ce qu'il y a des trous dans la raquette? Est-ce qu'il n'y a pas des rôles qu'on pourrait se réallouer? Est-ce qu'il y a des rôles redondants? Et ça, et de se dire, ok, voilà, ça c'est l'état des lieux maintenant, et on est prêt à changer cela en permanence en fonction de ce que la situation extérieure fait. Alors, oui, mais avec une grosse différence. Avec une grosse différence. C'est que les job descriptions sont en général pensés par quelqu'un qui ne fait pas le job, dans les RH, et qui le fait pour un grand rôle et qui l'idéalise, voilà. Je sais pas, le technicien de ceci, de cela, il est censé faire tout ça. Et puis vous voyez que dans les faits, dans la réalité, les gens s'organisent autrement. Et ça, c'est pas du tout clair, et c'est juste des accords que les gens prennent en fonction de leurs préférences, etc. Et c'est de cela dont on essaye de sortir. Et exactement. Exactement. C'est pas, si vous voulez, la description en elle-même qui poserait problème, c'est la façon dont elle a été faite et c'est sa rigidité. Que typiquement, la description de fonction, vous la recevez quand vous signez votre contrat, vous la foutez dans votre tiroir et tout le monde l'oublie. Ou alors, chaque année, on la regarde à partir de l'évaluation, mais souvent complètement surréelle. Alors que là, vous dites non, on définit ensemble ce qu'on fait de facto et pas ce qu'on devrait faire, et puis on voit à partir de cela, est-ce qu'il y a des manquements, est-ce qu'il y a des redondances, etc. Et puis on l'adapte en permanence en fonction de ce que la réalité est. Et alors ça peut mener, si on va plus loin, mais on n'a pas fait au niveau du ministère, c'est pas possible, à la création ou à remplacer des équipes par des cercles. Et la grosse différence entre un cercle et une équipe, et il y a ce système basé sur les rôles, c'est qu'en fait, une personne peut avoir plusieurs rôles qui peuvent être dans plusieurs cercles. Donc, ça permet aussi, d'un point de vue organisationnel, une bien plus grande flexibilité en fonction des besoins des gens et de l'organisation. Mais ça, pas le temps d'en parler maintenant. Ce à quoi on va passer aussi, c'est à mesure que les rôles sont bien clairs, c'est de dire chacun est le décideur ultime pour les rôles qu'il a. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il peut décider en âme et conscience de ce qu'il faut faire dans le rôle qu'il vient faire. Il ne doit pas avoir l'approbation d'un chef. Ça ne veut pas dire pour autant qu'est-ce qu'il veut. Or, comment va-t-il vérifier si sa décision est bonne? Non pas en allant voir un chef, mais en allant voir les personnes qui sont susceptibles d'être impactées par sa décision. C'est ce qu'on appelle le processus de sollicitation d'avis. Et donc, voilà, si je veux prendre telle décision, je vais penser, mais qui est-ce que ça va impacter? Et je vais aller trouver des personnes qui représentent ce groupe, ou éventuellement toutes les personnes, ça dépend, c'est à moi d'en décider, et je vais vérifier que la décision est bonne. Et je vais décider d'amender ma décision en fonction de ce que j'ai récolté sur le terrain. Vous voyez, plutôt que de regarder en haut, vous regardez en bas ou à côté. Et comment on sait bien, si vous regardez en haut dans une hiérarchie, vous voyez des trous de cul, et si vous regardez en bas, vous voyez de la merde. En gros, c'est ça qui se passe souvent. Excusez-moi, les Belges, on est un peu vulgaire parfois, mais ça fait du bien. Hein. Il y a un côté pathologique. Et donc, deuxièmement, c'est lâcher prise. Et donc, ça veut dire de dire, OK, on délègue, mais en même temps, déléguer, ça ne veut pas dire je m'en lave les mains, je protège. Et ça, c'est toute la difficulté aussi d'un management qui rentre dans cette dynamique-là, c'est de dire je te fais confiance, mais si ça merde, c'est moi qui prends les coups. Il faut assumer cela. Voilà. Et puis enfin, moi, ce que c'est plus un conseil tactique, c'est que ça sert à rien de vouloir convaincre tout le monde d'aller dans cette direction au départ. Parce qu'il y a toujours des gens qui font. Et donc, ce qu'il faut, selon moi, c'est se focaliser sur les plus motivés, avancer avec eux et dire que les autres, soit ils partiront de même,
moment, ils se rallieront au mouvement. Mais ne perdez pas d'énergie à essayer de convaincre d'abord tout le monde. Donc, vous pourrez la perdre. Vous perdrez beaucoup d'énergie. Alors, comment est-ce que vous soutenez les plus motivés? Moi, c'est très clair. Je dis, les budgets formation, coaching, etc. seront avant tout donnés aux équipes, des managers qui vont dans cette direction. Et deux, ça c'est l'arme ultime, je favorise un maximum la rotation du personnel et je permets à tout qui veut quitter une équipe d'un management qui reste dans l'ancienne culture à rejoindre une équipe. Et alors ce qui se passe, c'est que vous voyez les managers entre guillemets de l'ancien système qui voient leurs meilleurs éléments partir, là, si ça continue comme ça va vraiment mal passer la récupération. Et ça, c'est le bon, à mon avis, moyen pour les convaincre d'évoluer. Donc, si vous faites ça, je dirais que non seulement les gens veulent prendre des initiatives, oui, et chacun a la liberté aussi de plus en plus. Bon, ça, je dis non, attends, là, non, ça, je vous arrête. Parce que si vous partez du postulat qu'on n'acquittera jamais, vous restez dans le schéma de la vision X McGregor, entre guillemets, les gens sont comme ça et c'est fini. Moi, je crois qu'il faut passer à l'autre. Alors, soyons clairs. De ce point de vue-là, il faut, et je l'ai dit tout à l'heure, il faut aussi parfois prendre des mesures dures parce que sinon, vous n'y arriverez pas. Typiquement, au niveau du ministère des Transports, j'avais un comité de direction de 7 personnes plus moi. Je suis arrivé, j'ai vu assez rapidement que 6 des 7 étaient dans une logique diamétralement opposée à tout ce que j'allais essayer. Je m'en suis préparé progressivement, un par 6 sur 7. Je les ai remplacés. Mais, alors, idéalement, j'aurais pu le faire. Seulement, ça m'aurait pris probablement 10 ans et probablement qu'ils m'auraient tué avant que je réussisse à le faire. Parce que eux, ils étaient concentrés sur moi et m'éliminer, alors que moi, j'essayais de faire autre chose. Donc là, il faut parfois faire des choix qui sont douloureux, qui sont nécessaires. Mais vous ne pouvez pas évidemment faire ça pour toute l'organisation, sinon vous n'en sortirez pas. Donc il faut parfois avoir des gestes symboliques de ce type-là pour pouvoir permettre à l'organisation d'avancer plus vite. Une capacité pour laquelle, pendant 40 ans, on les a pensés incapables. C'est-à-dire la créativité, c'est-à-dire parler en public, c'est-à-dire l'empathie. Toutes les qualités, toutes les capacités. C'est ce que disent d'ailleurs les religions. Simplement, on ne savait pas le faire. Aujourd'hui, on sait le faire, on s'est transformé fondamentalement l'individu. Et je pense que par rapport à votre propos de ne pas avoir été jusqu'à aider quelqu'un à se transformer, c'est peut-être parce que encore on n'a pas intégré dans votre organisation le processus qui est relativement simple. Éventuellement, je vous l'expliquerai. je suis tout à fait d'accord avec vous. Cela dit, si vous voulez, quand vous gérez une organisation d'une certaine taille, idéalement, effectivement, vous pourriez essayer de veiller à ce que tout le monde avance dans cette direction-là. Je crois qu'il faut, en tout cas, moi, c'est mon constat, il faut être conscient qu'il peut y avoir des personnes avec beaucoup de pouvoir au départ qui vont faire tout pour torpiller ce mouvement-là. Et là, il faut faire des choix. Moi, je les ai faits. Je ne dis pas que mes choix sont bons, mais en tout cas, je les ai faits de cette façon-là. Je termine, comme ça, on va essayer de rester dans le temps. Si ça veut bien. Oui, développement personnel. Donc là, le soin. Alors, est-ce que vous connaissez le sweet spot? En japonais, c'est l'ikigai, c'était plus clair. L'ikigai, c'est en gros veiller à ce que tout le monde puisse trouver dans l'organisation un job qui permette à la fois d'exercer au mieux ses capacités, ses compétences, qui soit pertinent pour l'organisation et pour lequel la personne a du plaisir. Alors l'ikigai est un peu plus complexe, mais c'est fondamentalement la même idée. Alors, ça ne veut pas dire qu'évidemment on va trouver tout de suite le job de rêve pour tout le monde, mais qu'on se donne comme horizon d'essayer d'y tendre. Et ça change évidemment la dynamique des ressources humaines et aussi la responsabilité de chacun dans l'organisation de se dire on peut essayer d'aller dans cette direction-là. Une boîte qui fait ça de manière magnifique, c'est Gore, par exemple, ceux qui font le Gore-Tex, etc. C'est une boîte assez incroyable de ce point de vue-là. Ce qu'on a fait aussi, c'est supprimer les listes de formations prédéfinies. Ça, c'est une plaie dans les organisations.
Parce que souvent, les RH pondent ces listes, et c'est souvent des formations que la plupart des gens n'ont pas envie de suivre, mais qu'ils doivent suivre pour pouvoir monter dans les hiérarchies, ce genre de trucs. C'est l'ouverture des formations, etc., pas les réserver à certaines catégories de personnel. C'est des rotations pour les tâches ingrat. Si on va dans cette idée qu'effectivement, on tente vers des jobs, entre guillemets, idéaux pour chacun, on se dit, ben, on va sortir les poubelles hein, dans les bonnes familles, c'est pas le truc le plus génial, donc qui va le faire? Et dans ce cas-là, on se dit, ok, pour ces tâches-là, rotation dans l'équipe, et tout le monde y passe, y compris le chef, s'il y en a encore un. Deuxièmement, c'est donner du feedback, et du feedback en permanence, pas simplement chaque année lors de l'évaluation, un feedback informel, descriptif et positif. À tout moment. Un des rôles fondamentaux du management, ça doit être de donner du feedback positif et négatif. Et s'il est négatif, essayer qu'il soit le plus, je vais dire, même s'il est négatif, qu'il soit vécu positivement par la personne comme une opportunité de grandir. Un point que j'aime beaucoup, et je vais le faire rapidement, c'est celui de l'artisanat. C'est de permettre aux gens d'avoir le sentiment qu'ils peuvent être des artisans de leur travail. Et je trouve que l'exemple de Buurtzorg, de ce point de vue-là, vous parlera tout de suite pour ceux qui ne le connaissent pas. Buurtzorg, ce sont les infirmiers à domicile aux Pays-Bas. Et typiquement, les infirmiers à domicile, on leur dit vous avez 2 minutes pour faire tel type d'injection à mémé, 3 minutes pour changer les granges de pépé, et tout est minuté, cadré pour que les gens puissent effectivement être le plus productifs possible. Ce qu'ils ont fait à Buurtzorg, c'est de dire on balance tout ça, c'est vous en tant que soignant qui êtes les plus à même de savoir comment vous devez faire votre travail. Alors ça a été très loin, puisque les gens ont commencé à dire bah ouais, ok, super. Bah, ils ont été jusqu'à aller voir les voisins des personnes malades pour leur dire, vous savez, il y a une personne malade à côté de chez vous, vous venez la voir, etc. En termes de productivité, c'est juste catastrophique. Sauf que l'État néerlandais, qui n'est pas si con que ça, s'est rendu compte assez rapidement que le temps de revalidation des personnes soignées par les infirmiers de Buurtzorg était beaucoup plus court que le temps de revalidation des autres infirmiers. Ce qui veut dire que, in fine, comme ce type de service est en partie remboursé par l'État public, eh bien, en fait, au bout du compte, c'était nettement moins coûteux d'avoir cette approche-là que les autres. Aujourd'hui, Buurtzorg, qui a été créé en 2006, sont déjà 10 000. Et l'État néerlandais est en passe d'imposer à tout le secteur le même type de pratique. C'est pas évident parce que ça va changer. Mais si vous voulez, c'est pour vous dire qu'il faut sortir aussi de cette productivité étroite qui est absolument terrible et qui mène à énormément de manque de productivité, de manque de gaspillage en fait à tout niveau. Votre exemple, il vient en fait de Frédéric Laloux et de... Oui, il est repris dans Frédéric Laloux. Voilà. Ce qui est intéressant quand même, c'est qu'ils ont mis en place une raison d'être qui était plus de laisser les gens dans leur invalidité, dans leur incapacité, dans leur nécessité d'être accompagnés, et plutôt de rendre les gens de nouveau valides. De nouveau, quand vous disiez validation, c'était de les rendre indépendants, etc. Ce qui allait à l'encontre de leur propre business, mais qui apporte beaucoup plus de sens, évidemment, qui évite ce qui était aussi une des... C'est la siloisation, c'est-à-dire qu'il y avait l'infirmière qui vient pour lever le matin, puis l'infirmière qui vient donner à manger, puis l'infirmière qui vient faire la piqûre, etc. Cette notion l'on connaît dans le terrorisme, en fait, a été catastrophique. Et justement, il décrit ça très bien. Il y a une initiative, je crois que c'est aux Pays-Bas ou en Belgique, où effectivement, vous avez un supermarché, vous avez une caisse dédiée non pas sans caissière, non pas pour aller vite, non pas pour scanner, mais une caisse où vous pouvez parler à la caissière qui a tout le temps de vous. Ça permet de passer des agents. Oui, c'est prendre du temps, parce que des fois, c'est le semaine social, par exemple. C'est de voir quelqu'un, de parler avec quelqu'un, ça peut être la personne qui va revenir. Ça émerge. Oui, il y a plein de choses comme ça qui émergent dans des apportent de la valeur. Tout à fait, tout à fait. Alors, je continue et j'ai presque terminé. Je suis désolé, je suis un peu tard. Pour les suivants. Et donc voilà, chacun veut la liberté et se sent capable de prendre des initiatives. Alors, je termine là vraiment. En gros, si vous voulez, je pense que pour résumer les choses, il y a pour moi 3 niveaux de changement importants. Le premier, c'est effectivement que
c'est la transition organisationnelle, la transformation organisationnelle, et ça passe par un peu les pratiques que je vous ai évoquées. Alors, aucune n'est en soi essentielle, c'est la combinaison de toutes ces pratiques qui va faire que ça peut bouger. Mais, comme je l'ai dit suffisamment, cette transformation organisationnelle, elle n'est rien s'il n'est pas sous-tendu par une transformation culturelle. Et typiquement, cette transformation culturelle, c'est une transformation qui est basée sur la confiance. Et comme le dit mon ami Alex Gérard, le seau de la confiance, on le remplit chaque jour à la petite cuillère à café. Mais on le renverse d'un seul coup avec un acte de défiance. Et donc, tout le défi du management, c'est de rentrer dans cette dynamique de confiance, qui n'est pas une confiance béate, et je te fais confiance, mais de créer progressivement ce climat dans lequel les gens se sentent en capacité, sentent qu'ils peuvent prendre des initiatives, etc. Et ça peut passer par le droit à l'erreur, qui n'est pas le droit à répéter la même erreur chaque jour. C'est la même chose. Et puis, évidemment, voilà, cette transformation culturelle, elle passe par une transformation personnelle, et c'est la remarque que vous avez eue, c'est que voilà, le vrai nerf du truc, c'est un travail sur soi de chaque manager. Et donc, il faut on ne peut pas aller dans cette direction-là s'il n'y a pas au départ une volonté forte du top management d'y aller. Et ce qui implique qu'ils ont travaillé déjà sur eux-mêmes. Et après, on peut commencer, de ce point de vue-là, à aider le middle management à rentrer aussi dans cette dynamique. Tous n'y arriveront pas, entre guillemets pas. En tout cas, pas dans cette organisation-là. Typiquement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a 20% du middle management qui va quitter l'entreprise. Ça ne veut pas dire qu'après, ils ne seront pas capables éventuellement d'évoluer. En tout cas, typiquement, statistiquement, c'est ce qui va se passer. C'était peut-être juste une question d'horizon de temps. Parce oui, c'est ça. il y a un projet et on veut le mener à une certaine échéance, même si ce n'est pas facile à quantifier. Mais par contre, tout le monde n'est pas en mesure de faire une transformation personnelle dans le délai qui va bien pour contribuer au projet. Quoi. Et par contre, ce qu'on a envie, moi je crois très fort à ça en fait. Les fameux 20%, on doit pouvoir. On doit pouvoir les réduire, simplement ce ne sera pas le même délai. Quoi. Voilà, exactement. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci, bravo. Voilà, on fait une pause, on essaie de recommencer dans 15-20 minutes. Et malheureusement, je dois quitter déjà dans 5 minutes parce que j'ai une autre conférence à Bruxelles. Merci d'être passé. Et donc vous restez quelques minutes si il y a des gens qui veulent. À 11h, il faut que je finisse. Merci beaucoup. Extra. Bravo. C'est bien formalisé et rendre transparent. Merci beaucoup. Merci.